Alors, on va découvrir en images la salle d'exposition donc intitulée Best of Métiers. Alors, Olivier Péricot, quelle est la finalité de cette salle donc, qui est destinée aux industriels en fait, de la région Rhône-Alpes ici, mais d'autres régions européennes aussi? Pour continuer dans ce qui vient d'être dit, il y a un designer, dans les premiers designers européens, William Morris, qui s'était posé la question de la production des objets. C'est un designer qui faisait plutôt de l'art décoratif. Et à un moment donné, il s'est intéressé au travail de l'ouvrier, et en disant, mais en fait, on va faire des beaux objets, non pas pour essayer d'en vendre plus, mais parce qu'il est important que l'ouvrier puisse fabriquer quelque chose qui lui plaise. Donc c'était une totale inversion de l'idée du design tel qu'on l'a pu le connaître pendant un siècle après. Et donc cette posture-là très radicale dès la naissance du design, pour nous, elle était importante. Et c'est ce qu'on présente dans cette exposition-là, c'est-à-dire qu'on présente des gens qui conçoivent un objet parce que ça a un intérêt pour eux aussi. Enfin, c'est un truc qu'ils peuvent partager avec leur entreprise. Et on a beaucoup de passionnés là. Alors il y a Focal avec le son qui a une capacité à assembler des savoir-faire complètement improbables entre eux, et puis ils arrivent par un travail du composant à sortir le meilleur son. Et ça, alors ça, on ne sait pas comment ils font parce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe quand on travaille à plusieurs sur un même objet pour en faire un objet extrêmement performant. Il y a des projets très sensibles à l'humain. Là, on voit un véhicule sur lequel la question de l'ergonomie reprend de l'importance dans la cueillette et dans le travail de la terre. Et puis on a des aventuriers, des jeunes là, qui ont développé un drone. Et cette société, elle est incroyable. C'est des fanats de drones qui se sont mis à produire leurs propres produits avec un niveau d'exigence incroyable. Donc ça, c'est une façon de voir le design qui est complètement axé sur la dimension des individus. Et finalement, l'objet est un prétexte, évidemment. Alors, l'objet répond à des problèmes. C'est le rôle d'une entreprise. Il y a un problème, et c'est pour ça qu'on crée une entreprise. Et puis, il y a ce côté aventure humaine à chaque fois. Donc ça, c'est ce qui fait la qualité de cette exposition numéro 1. Alors, cette aventure humaine, c'est ce que vous allez présenter dans vos films aussi. Vous allez demander aux gens de raconter leur aventure par rapport au travail ou... Non, je ne m'y prends pas de cette manière, justement parce que ça m'intéresse plus l'histoire des compétences et que les gens aient un espace pour se rencontrer autour d'un film. Je pense qu'ils font l'expérience collective d'une aventure et de voir, quand je vous disais qu'on forme une sorte de petit champignon, là, c'est-à-dire de voir comment il y a une sorte de puissance qui se crée quand les gens arrivent à travailler ensemble. C'est même assez impressionnant. Et comme on parlait Mireille tout à l'heure, il y a le fait qu'il y a une grande diversité de gens de Saint-Étienne. On s'est débrouillé pour placer les castings à des endroits qui permettaient vraiment qu'il y ait un gros brassage sociologique. Pour ce qui est du rapport au projet, c'est sûr que c'est le point qui est vraiment sensible, parce que en fait, voir le design comme le projet, c'est vraiment ouvrir le design à la fiction. Parce que la fiction, en fait, mis à part ce qu'on voit de la fiction cinéma à laquelle on est habitué, mais si on remonte à même ses origines, la fiction, c'est de se demander comment on va faire demain, quoi. C'est-à-dire vers quoi on se projette. Et la fiction cinématographique, elle peut permettre d'envisager des choses qui ne sont pas nécessairement des choses qui vont arriver, mais juste de voir qu'est-ce qui pourrait se passer. Qu'est-ce qui pourrait se passer si... Donc il y a un côté, moi, qui m'intéresse pas mal dans la fiction. C'est entre autres, mais celui-là, qui est de voir... on peut raconter des choses qui n'ont aucune chance d'arriver, mais on peut les expérimenter, quoi. On a eu sur ce plateau donc, deux auteurs de science-fiction qui nous ont dit qu'effectivement les designers allaient lire les livres de science-fiction, ça leur donnait des idées pour inventer des choses pas possibles. Et justement, une question un peu iconoclaste, qu'est-ce que vous faites la différence entre un dessinateur industriel et un designer ? Il peut ne pas y avoir de différence, voilà, évidemment, oui. puisqu'on peut avoir un dessinateur industriel qui va fonctionner comme un designer, et inversement, un designer qui va fonctionner comme un dessinateur industriel, c'est-à-dire qui va se cantonner à dessiner une belle forme et une forme qu'on peut produire. Donc ça, il y a plein de profils différents. Et je suppose qu'à l'école, ici, vous leur apprenez justement à sortir du dessinateur industriel. Il faut qu'ils aient ça comme matière première, de dire là, le designer, ça apporte quoi en plus ? Les écoles de beaux-arts forment des auteurs aussi. Ça, c'est un petit peu la dimension
de ce type de formation, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont des formations techniques de base, et puis qu'à un moment donné, on essaye d'en faire des auteurs, c'est-à-dire des gens qui vont être capables d'interpréter la technique pour inventer des choses singulières. Et ça, c'est l'histoire de l'école des Beaux-Arts, c'est faire jaillir une individualité comme ça. On peut dire qu'un designer donne de l'âme à un objet ? C'est ce qu'on a pensé assez longtemps. Aujourd'hui, on s'intéresse aussi à d'autres dimensions, c'est-à-dire il y a l'objet, mais il y a une insertion de l'objet dans un système, et il y a l'insertion du designer dans un système social, et puis il n'est pas étranger à ce qui se passe, et il est du coup un acteur. Et donc là, ça commence à changer un petit peu dans son approche, parce que ce qui pouvait être un désir d'esthétique pour lui ne fonctionne pas dans le cadre d'un groupe, et on va donc avoir des designers qui vont changer un petit peu de braquet là depuis quelques années. Ça, c'est né totalement à Saint-Étienne, cette mutation-là du métier de designer, entre autres avec la Biennale de 2008 qui était sur le thème de Eco-City Lab, c'est-à-dire que c'était sur les cycles courts, et ça réintégrait en fait des choses qu'on n'avait pas imaginées, c'est-à-dire que le design, il est inscrit dans un territoire, un designer est un acteur social, etc. Et tout ça donnait plein de petits designers qui sont arrivés ces derniers temps, là, qui sont à maturité aujourd'hui et qu'on expose aujourd'hui, et qui arrivent en collectif. Et ça, c'est assez nouveau. C'est-à-dire qu'ils ont une conscience d'être un élément parmi d'autres dans un projet collectif. Et là, on retrouve cette notion de projet. Et donc, c'est pour ça que pour moi, il y a des designers à différents endroits. Il y en a qui font des films, il y en a qui font des entreprises, des bénisteries. En fait, c'est vraiment une question de point de vue sur la société et de qu'est-ce qu'on met en œuvre comme projet dans la société. Et ça, c'est typiquement stéphanois, c'est-à-dire qu'on est des outsiders sur la question du design par rapport aux grandes villes comme Paris ou Milan, mais parce que ce qui se passe à Paris ou à Milan, c'est encore le design du siècle passé. Là, on est dans quelque chose d'autre où on fait société derrière. Et ça, moi, je crois que c'est ce qu'on défend ici, puis qui est vraiment une force pour vous nous. n'auriez pas envie de faire revenir tous les designers qui sont passés par l'école de Saint-Étienne, de les faire montrer un peu ce qu'ils ont fait, comment ils ont évolué dans le monde, parce que c'est vrai que ça doit être intéressant de voir revenir un petit peu des gens que vous avez formés et de savoir comment ils ont évolué. Certains reviennent, ils sont dans les expositions. Il y a des designers qui ont été formés ici et puis qu'on retrouve en tant que... ils sont passés d'étudiants à professionnels et on les retrouve dans ces expositions. On les faire revenir, ça serait intéressant, effectivement, parce que comme ça, on verrait une espèce de paysage de différentes manières d'opérer dans le monde du design. On pourrait avoir une espèce de comparatif comme ça, qui pourrait être intéressant d'un point de vue statistique même. Mais moi, je crois que c'est plutôt réactiver aussi les réseaux qu'on a développés à la Biennale. Ça, c'est très important. On a travaillé avec des pays, avec des villes. On a fait venir des designers du monde entier ici. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours assez vivant. On essaye de les faire revenir, d'avoir de la continuité sur certaines actions. Et effectivement, on retrouve à certains moments des gens qui sont déjà passés ici et qui ont évolué, qui nous ont amené quelque chose de nouveau. Fabrice Poncet, dans cette exposition, la Best of Métiers est en fait tout ce qui se voit ici, qui sont faits par des entreprises de Rhône-Alpes et d'ailleurs, vous en tirez une certaine fierté, ça, de savoir que on garde ce savoir-faire ici de choses nouvelles, de choses contemporaines et que ce soit présenté au grand public. Oui, complètement. Et c'est vraiment moi l'expo qui m'a le plus touché parce que profondément, personnellement, c'est pas la plus démonstrative, c'est pas la plus bluffante, mais elle m'a beaucoup parlé parce que nous à la Fabrique, notre nom c'est notre programme, on fabrique. Et voir que sur le territoire il y a encore plein de gens qui fabriquent, ça nous plaît, ça nous parle. Je pense qu'une chance de notre métier, peut-être par rapport à des startups ou des choses comme ça, c'est qu'on est ancré dans la matière. Quand on est ancré dans la matière, on est dans le monde réel et on peut construire des choses, je pense, peut-être moins folles, mais plus solides. Voilà.
Et je ne suis pas très fort en économie, mais j'ai du mal à voir comment une société, un pays fonctionne qu'avec du service. Moi, je crois qu'on a besoin d'agriculture pour transformer, d'agriculture pour produire de l'alimentation. On a besoin d'entreprises pour transformer les choses concrètement. Donc, j'étais vraiment heureux de voir tous ces leaders, parce qu'il y a beaucoup de leaders, avec des très vieilles sociétés. Alors Olivier me dira, ceux qui font des soufflets en cuir, là je les ai rencontrés sur Lyon il y a quelques temps, parce qu'en plus ils ont un projet social qui est très intéressant, à des choses sur l'agriculture durable qui sont vraiment passionnantes. Merci. On va peut-être terminer maintenant. Olivier Bosson, on a très envie de voir quand est-ce que vous déployez vos 400 acteurs en ville, et quand est-ce que vous tournez votre film, et quand est-ce qu'il sera prêt? Là, on est vraiment en train de faire la phase des répétitions, en train de terminer toutes les grosses préparations du film. On attaque le tournage le 6, donc c'est vraiment sur les derniers jours de la Biennale pour différentes raisons. Il y a une grosse scène collective où on peut même inviter encore du monde. Il reste peut-être quelques places le samedi 8 après-midi. On tourne et ça va se passer où alors? C'est à l'auditorium de la Cité du Design. Ça, c'est une scène qui est ouverte vraiment, qui a vocation à être ouverte à un large public. Et après, on tourne jusqu'au 23 avril 2017. Voilà. Et après, on va se mettre à travailler clandestinement dans notre petit coin pour préparer le film qui sera projeté ici en avant-première en mars 2018. De l'année prochaine. Et ben, voilà. On sera au rendez-vous parce qu'on attend ça avec impatience. Fabrice Poncet, on sent que vous avez envie d'aller plus loin encore dans votre entreprise. Vos rêves de mutation de travail pour votre entreprise, ce serait quoi? La fabrique de l'an 2030, ce serait comment pour vous dans votre rêve? On a plein d'idées, mais je crois que le fil que j'ai envie de tirer là, c'est celui de l'archipel qu'on a évoqué. Je crois que les entreprises, mais aussi les acteurs associatifs ou institutionnels, sont capables de trouver de nouvelles manières de faire des alliances. Voilà, on n'est pas obligé d'être capitalistique, de posséder telle ou telle entreprise, de signer des contrats. C'est un peu ce qu'on essaye de vivre dans l'archipel. L'objectif de cet archipel, c'est des entreprises, donc dans les univers que j'ai évoqués, fabrication, création et solidarité, et qui se mettent ensemble pour s'épauler, s'encourager et in fine pour créer plus d'emplois que si on était resté chacun de notre côté. Je vous invite le week-end qui arrive, la 25-26 mars, à la Biennale, justement. Il y a une démonstration de l'atelier Emmaüs, qui est un des membres de l'archipel. C'est un projet très simple, récupérer des chutes dans les bennes d'Emmaüs et fabriquer des meubles dessinés par une designer qui s'appelle Lisa Lejeune, et que la fabrication de ces meubles soit le support d'un parcours de formation des compagnons des communautés d'Emmaüs. Je crois que là, on a tout ce qui peut nous tenir à cœur. On a la création, la fabrication, et on a la solidarité. Olivier Péricot, donc cette biennale qui fourmille cette année d'initiatives, et on en a entendu encore là aujourd'hui. Alors vos rêves de future biennale, ce serait quoi? Vous allez vers où? Où va la biennale? Je crois qu'on va continuer sur ce côté programme vivant pendant la période de la biennale, c'est-à-dire dépasser la question de l'exposition seule. L'exposition, c'est un support, et à partir de cette exposition, on raconte des histoires, on fait des expériences, et on a un mois pour le faire, donc voire même plus si on fait des films. Et ça, je crois que c'est assez important. C'est du coup faire évoluer ce format vers un mode de vie. Pendant un mois, on vit l'expérimentation, on vit l'expérience, et on ouvre à plein de publics différents. Ça, c'est très important, que des écoles puissent venir ici faire des activités, que des familles puissent trouver des histoires à se raconter, et des chercheurs venir débattre de questions sérieuses, et toujours ouvert au public. Donc on peut se retrouver à côté de grands chercheurs en étant un simple amateur. Et ça après 10 éditions où on a vu la Biennale monter en puissance petit à petit, et arriver maintenant à une stature nationale et internationale, vous la voyez grandir jusqu'à quand? On va avoir 200 000, 300 000, 400 000 personnes à venir à cette ça, je pense que le nombre de visiteurs, ce sera toujours une façon de juger le succès, mais là on n'est pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut que cette biennale devienne un outil pour nous intéressant, parce que le jour où elle devient juste un outil à chiffres et à performance, c'est pas sûr qu'on rassemble le territoire derrière nous. Donc aujourd'hui, c'est plutôt essayer de trouver des choses qui impactent le territoire, qui puissent lui laisser des traces, des expositions qui permettent d'équiper ensuite un service de la ville, etc. Voilà.
produire du contenu qui permet d'apporter des éléments structurels pour plus tard, pour la ville. Voilà.